Dans les marais gelés de la Russie médiévale, 100 guerriers épuisés ont fait fuir dans la terreur 10 000 des conquérants les plus redoutés de l'histoire. Ce n'étaient ni des chevaliers, ni des princes, c'étaient les derniers d'une race mourante. Et ce qu'ils ont accompli dans ces bois trempés de sang a changé la façon dont les Mongols percevaient la peur elle-même. Imaginez 100 contre 10 000. Un rapport qui signifiait une mort certaine. Le destin des dernières terres libres de la Russe était en jeu. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi l'inarrêtable machine de guerre mongole, qui avait écrasé des empires de la Chine à la Pologne, a soudainement appris à craindre des hommes qui refusaient simplement de mourir. Vous découvrirez le génie tactique qui a transformé un marais gelé en piège mortel. Vous apprendrez pourquoi les vétérans mongols ont qualifié cette bataille de la plus terrifiante. Et vous serez témoin du moment où les guerriers d'élite de Batu-Khan se sont brisés et ont fui. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus incroyable. Elle a été presque effacée de l'histoire. Comment le terrain pouvait-il vaincre les plus grands archers à cheval du monde? Qu'est-ce qui rendait ces guerriers particuliers si différents des milliers qui étaient tombés avant eux? Et pourquoi les commandants mongols murmurent-ils encore le nom de Björn l'incassable dans leur pire cauchemar? Le soleil du matin a révélé un spectacle qui défiait la logique. Des corps mongols gelés dans la glace du marais, disposés selon des motifs qui témoignaient d'un massacre méthodique. Des guerriers d'élite qui avaient conquis la moitié du monde connu gisaient éparpillés comme des poupées brisées, leurs redoutés arcs composites inutiles dans la boue gelée. Comment l'infanterie pouvait-elle vaincre la cavalerie mongole mobile qui avait terrorisé 3 continents? Comment si peu pouvait-il tuer tant des soldats les plus disciplinés de l'histoire? Les réponses résidant dans une tempête parfaite de terrain, de tactique et d'un code guerrier ancestral qui valorisait la mort plutôt que la défaite. Pour comprendre comment l'impossible est devenu inévitable, nous devons voir le monde à travers les yeux mongols et vikings. Si vous êtes fasciné par les batailles oubliées qui ont changé l'histoire, celles qu'on n'enseigne pas dans les écoles, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires de guerre épiques. Activez la cloche pour ne jamais manquer ces récits inédits de courage. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cet hiver glacial de 1240. L'année 1240 a vu le tsunami mongol à son apogée terrifiante. Les villes tombaient comme des dominos à travers les principautés russes. Ryazan n'avait tenu que 5 jours avant que ses puissantes murailles ne s'effondrent. Ses défenseurs massacrés jusqu'au dernier homme. Les tours enflammées de Vladimir ont illuminé le ciel hivernal pendant des semaines. Un bûcher funéraire pour une civilisation entière. Kiev, la mère des villes russes, attendait avec effroi son tour. À la tête de cette force apocalyptique chevauchait Batu-Khan, petit-fils de Gengis lui-même, destructeur de nations, commandant de 150 000 des meilleurs guerriers jamais rassemblés. Ces généraux avaient perfectionné l'art de l'annihilation systématique. Ils se déplaçaient comme une peste à travers les steppes, leurs archers à cheval obscurcissant le ciel de flèches, leurs ingénieurs de sièges chinois réduisant les forteresses en ruines. Mais voici ce que les éclaireurs mongols n'ont pas rapporté sur les terres près de la rivière Karma. Cachés dans les forêts profondes, une race différente de guerriers attendait. Les Varegs, sang nordique coulant dans des terres slaves, les propres haches de l'empereur. Ce n'étaient pas des milices locales ou des paysans effrayés. C'étaient des professionnels qui avaient monté la garde à Constantinople, qui avaient navigué sur les rivières de la Suède à la mer Noire, dont les pères avaient pillé de l'Angleterre à la Caspienne. La dynamique du pouvoir ne pouvait être plus frappante. Les principautés de la Russe étaient fragmentées, les princes plus intéressés à se battre entre eux qu'à affronter la menace de l'Est. Ville après ville était tombée parce qu'ils ne pouvaient s'unir, se coordonner. Imaginez l'ampleur de la destruction qui se dirigeait vers eux. Les Mongols ont parfaitement exploité cela. Commandement unifié contre résistance divisée. Discipline contre chaos. Génie stratégique contre stupidité tactique. Puis la température a chuté et tout a changé. L'hiver de 1240 a apporté le genre de froid qui tue les chevaux sur place, qui transforme le souffle en cristaux de glace avant qu'il ne quitte votre bouche. Les Mongols, maîtres de l'adaptation, avaient conquis dans la chaleur du désert et la neige des montagnes.
Mais les marais russes en plein hiver, c'était tout autre chose. La bande Vareg qui nous concerne comptait exactement 100 hommes. Pas une grande armée, pas la suite d'un prince. Juste une fraternité liée par des serments plus anciens que le Christ, par des traditions qui remontaient à l'ère viking. Ils se déplaçaient vers le sud quand la nouvelle des avancées mongoles est arrivée. La plupart des hommes sensés auraient fui vers l'ouest. Les Varegs se sont tournés vers l'est. Vous devez comprendre ce que signifie 10 000 archers à cheval en termes médiévaux. Ce n'est pas seulement une supériorité numérique. C'est une puissance de feu écrasante, une mobilité inégalée, des siècles d'évolution tactique distillés dans une machine à tuer parfaite. Les Mongols pouvaient décocher 12 flèches par minute par homme. Cela fait 120 000 flèches par minute. Une véritable tempête de mort qui avait brisé toutes les armées de Pékin à Cracovie. Mais dans les marais près de la rivière Karma, la géographie elle-même allait devenir une arme. Les tourbières gelées créaient un labyrinthe de sols solides et de gouffres cachés. La forêt dense annulait la mobilité de la cavalerie. Les chemins étroits entre les arbres ancestraux canalisaient les armées dans des zones de mise à mort. Ce que les Mongols y ont trouvé allait ébranler leur confiance en tout ce qu'ils croyaient savoir sur la guerre. La force mongole qui approchait des marais de la Karma représentait la crème de l'armée de Batu-Khan. 10 000 cavaliers, dont 3 tumans d'archers à cheval vétérans, chaque homme équipé de 2 arcs composites et 150 flèches. Leurs ingénieurs de siège chinois apportaient la dernière technologie militaire. Des catapultes capables de niveler des murs, des lance-flammes, et des charges de poudre explosive qui pouvaient fracasser les portes. En tête de l'avant-garde chevauchaient les unités d'élite Chagatai, le point du Khan, comme il s'appelait. Ce n'étaient non pas de simples soldats, mais des aristocrates guerriers, chacun valant 10 combattants normaux, formés depuis l'enfance aux arts de la guerre montée. Leur armure combinait le cuir mongol avec la cotte de mailles persane capturée. Leurs chevaux, les meilleurs des steppes, élevés pour l'endurance et entraînés à combattre avec sabots et dents. Mais les chevaux élevés pour les steppes craignaient autre chose dans ces marais. Le sol lui-même semblait hostile, ferme un instant, tourbière aspirante le suivant. Les arbres se pressaient, bloquant le ciel, étouffant les sons. Les chevaux mongols, habitués aux horizons infinis, devenaient nerveux dans l'obscurité verte. Leurs cavaliers, maîtres de la guerre psychologique, se trouvaient inquiétés par le silence oppressant de la forêt. Face à cette perfection mécanique de la guerre, se tenait la bande Vareg. Tant vétérans dont l'équipement témoignait de décennies de service acharné. Des cottes de mailles portées sur d'épaisses fourrures, les anneaux de fer rapiécés et re-rapiécés de d'innombrables batailles. Des haches danoises de 7 livres d'acier parfaitement équilibrées, tranchants aiguisés pour fendre la maille comme du tissu. Des boucliers ronds en bois de tilleul de 3 pieds de diamètre, renforcés de bandes de fer et peints de symboles antérieurs à toute croix chrétienne. À leur tête se tenait Bjorn l'Incassable, bien que ce ne fût pas le nom que sa mère lui avait donné. 43 hivers avaient gravé leur histoire sur son visage. Une lame byzantine avait pris son œil gauche. Des flèches petchenegs avaient marqué ses bras. Et quelque part dans les îles grecques, le feu avait fait fondre une partie de sa barbe à jamais. Il avait servi 3 empereurs, survécu à 4 tentatives de coup d'État, et appris la dure vérité qu'à la guerre, le terrain compte plus que le nombre. Imaginez la vallée de la rivière Karma en plein hiver. La rivière elle-même, habituellement large de 30 mètres, avait gelé assez solidement pour supporter une cavalerie lourde, ou du moins en apparence. Mais les Varegs connaissaient chaque courant trompeur, chaque endroit où des sources gardaient la glace fine, chaque faux passage qui semblait sûr mais engloutissait cheval et cavalier entiers. Les marais s'étendaient sur 3 miles carrés, un labyrinthe d'étangs gelés, de tourbières traîtresses et de chemins qui ne menaient nulle part. La forêt se pressait de près des 2 côtés, pins et bouleaux ancestraux, leurs branches entrelacées au-dessus, créant un monde crépusculaire même à midi. La neige gisait épaisse entre les arbres, mais les chemins eux-mêmes étaient de la glace polie par le vent, traître pour les chevaux élevés dans les prairies. La visibilité tombait à 50 mètres au mieux, parfois moins. Dans ces conditions, les avantages mongols de mobilité et d'archerie massive ne signifiaient rien.
Puis les éclaireurs ont cessé de revenir. Le premier, envoyé à l'aube pour surveiller le chemin principal, a simplement disparu. Pas de corps, pas de cheval, aucun signe de lutte. La deuxième patrouille, 5 hommes, est partie à midi. Un cheval est revenu au crépuscule, sans cavalier, sa selle couverte de sang gelé. La troisième reconnaissance en force, 20 vétérans, n'a trouvé que d'étranges marques dans la neige, des motifs qui ressemblaient presque à des runes, et le sentiment d'être observé depuis chaque ombre. Ce qui s'est passé ensuite a défié toutes les règles de la guerre médiévale. Au lieu d'éviter la bataille contre des forces écrasantes, au lieu d'utiliser la forêt pour s'échapper, les Varegs ont préparé une invitation à la mort. Ils ont passé 3 jours à transformer les marais en armes, travaillant avec l'intensité concentrée d'hommes qui savaient qu'ils ne quitteraient jamais ces bois vivants. Des arbres ont été partiellement coupés, prêts à tomber. La glace a été soigneusement affaiblie au passage clé. Des chemins ont été bloqués avec des pieux cachés. La forêt elle-même a été recrutée dans leur armée. Alors que l'aube se levait ce matin glacial, la mort chevauchait de 2 directions. De l'est venait la puissance de l'empire mongol, 10 000 guerriers qui n'avaient jamais connu la défaite, dont le nom même faisait capituler les villes sans siège. De l'ouest venaient 100 hommes qui avaient déjà accepté leur mort, qui voyaient ce moment non comme leur fin, mais comme leur immortalité. La collision allait créer une légende qui résonne encore dans les pires cauchemars mongols. Le premier jour s'est levé gris et amer, 15 degrés sous zéro. Le genre de froid qui fait brûler le métal sur la peau nue. L'avant-garde mongole, 500 cavaliers d'élite, est entrée dans les chemins du marais juste après la première lumière. Ils avançaient en formation standard, éclaireurs devant, corps principal suivant, flanqueurs se frayant un chemin à travers les arbres. Professionnels, prudents, alertes. Ce n'était pas suffisant. La première embuscade est survenue au passage étroit d'un ruisseau gelé. 20 Varegs ont surgi de la neige comme des fantômes, haches déjà en mouvement. Les cavaliers mongols de tête, canalisés sur la glace par des arbres tombés, n'avaient nulle part où fuir. L'acier danois a fendu le cuir et la maille, avec des sons comme du bois mouillé qui se fend. Dans le temps qu'il faut pour prendre 3 respirations, 15 archers à cheval gisaient, morts ou mourants, leur sang gelant avant de pouvoir imbiber le sol. Mais les Varegs ne faisaient que commencer. Au lieu de presser l'attaque, ils se sont fondus dans la forêt, laissant les chevaux mongols hurler au-dessus des corps de leurs maîtres. Les cavaliers survivants ont fait volte-face, flèches encochées, cherchant des cibles. Ils n'ont trouvé qu'une forêt vide, des arbres silencieux, et la certitude croissante que cet endroit était maudit. 30 Mongols tombés en quelques minutes. Pas une seule perte Vareg. Les mathématiques de la guerre étaient devenues folles. Le deuxième jour a vu les Mongols s'adapter. Des patrouilles plus importantes maintenant. Des troupes complètes de 100 hommes se déplaçant en colonne de soutien mutuel. Ils ont trouvé le premier piège de tourbière, quand le cheval d'un cavalier a brisé un sol apparemment solide, plongeant jusqu'à la poitrine dans une boue gelée qui agrippait comme des sables mouvants. Alors que ses compagnons essayaient d'aider, des carreaux d'arbalète ont sifflé des arbres. Pas beaucoup. Les Varegs avaient des projectiles limités, mais assez pour créer le chaos, assez pour rendre le sauvetage impossible. Le cheval piégé et son cavalier ont coulé lentement, leur lutte ne faisant qu'accélérer la fin. C'est là que l'histoire prend un tournant cauchemardesque. Les Mongols ont commencé à trouver leurs morts du premier jour, mais disposés. Des corps assis contre des arbres, des flèches replacées dans leurs carquois, des yeux ouverts pour fixer leurs camarades vivants. Un cadavre tenait une tablette de bois grossièrement sculptée, avec un seul mot en slavon. Partez. La guerre psychologique fonctionnait parfaitement. Des guerriers endurcis qui avaient saccagé des villes ont commencé à sursauter aux ombres, à voir du mouvement là où il n'y en avait pas. Le troisième jour a apporté l'engagement. Les généraux de Batu-Khan, humiliés par les pertes face à une force inférieure, ont exigé une action décisive. L'armée principale avancerait, balayerait ces bandits de la forêt, démontrerait pourquoi l'empire mongol s'étendait du lever au coucher du soleil. 3 généraux ont plaidé pour la prudence. Le terrain était mauvais, l'ennemi trop intelligent, les pertes déjà inacceptables. Ils ont été écartés. L'honneur exigeait du sang.
Voici le détail qui a fait dire aux historiens que c'était impossible. Les Mongols savaient qu'ils marchaient dans un piège. Leurs commandants n'étaient pas des imbéciles. Ils comprenaient le désavantage du terrain, reconnaissaient les schémas d'embuscade, voyaient comment la forêt annulait leurs forces. Mais ils sont venus quand même, poussés par la logique de fer de la réputation. La machine militaire mongole n'avait jamais reculé face à des nombres inférieurs. Le faire maintenant briserait le mythe d'invincibilité qui maintenait une centaine de peuples conquis dans les chaînes. Ce que les Mongols ont trouvé a fait vomir des guerriers aguerris. Le chemin vers le passage principal était bordé de pieux, chacun portant une tête mongole des embuscades précédentes. Pas de la sauvagerie brute, mais une guerre psychologique précise. Les têtes étaient disposées par rang, les yeux tournés pour regarder leurs camarades approcher. Au passage lui-même, des corps mongols avaient été construits dans la glace comme une chaussée, un pont de mort pour que les vivants traversent. La forêt avait été transformée en arme. Chaque ligne de vue était bloquée, chaque tir clair obscurci. Les chemins qui semblaient praticables menaient à des impasses. Le sol ferme devenait tourbière sans avertissement. La température a encore chuté, et les arcs mongols, armes composites parfaitement fabriquées, ont commencé à se délaminer dans le froid humide, leurs couches se séparant, leur puissance défaillante. Puis est venu le son qui a hanté les survivants. Le chant de mort varègue résonnant de toutes les directions à la fois. Pas un cri de bataille, mais quelque chose de plus ancien. Un chant funéraire viking pour des hommes sur le point de mourir. Les Mongols avaient conquis des nations, brisé des armées, fait agenouiller des empereurs. Mais ceci était nouveau. Ces ennemis ne se battaient pas pour gagner. Ils se battaient pour emmener autant de Mongols que possible dans l'au-delà. Le 4e jour, la patience mongole a cédé. 10 000 guerriers ont déferlé dans les marais gelés. Une marée d'acier et de détermination qui balayerait 100 hommes qui pensaient que le terrain pouvait vaincre le destin. La plus grande force de cavalerie de l'histoire humaine était sur le point d'apprendre pourquoi les anciens dieux nordiques étaient des dieux de mort, pas de victoire. La première heure a commencé avec le tonnerre de 10 000 chevaux, un son qui a fait tomber la neige des pins ancestraux. Les Mongols avançaient en 3 colonnes, doctrine standard ajustée pour la guerre forestière. La colonne centrale de 4 000 épinglerait l'ennemi, tandis que 2 ailes de 3 000 chacune l'envelopperaient et le détruiraient. Guerre professionnelle contre ce qu'ils supposaient être des bandits désespérés. Les Varegs se sont repliés régulièrement, attirant les Mongols plus profondément sur un terrain préparé, ne fuyant pas, reculant avec un but. Des haches ensanglantées, d'avoir frappé des éclaireurs isolés, toujours assez visibles pour maintenir la poursuite, mais jamais assez immobiles pour le tir d'archerie de masse. Les commandants mongols ont reconnu la tactique, mais ont pressé en avant quand même. Après tout, où 100 hommes pourraient-ils se retirer que 10 000 ne pourraient suivre? Le champ de bataille s'est révélé au grand passage, où la rivière Karma tournait brusquement vers le nord. Ici, les Varegs avaient passé 3 nuits à préparer leur tombe. L'approche se rétrécissait à peine 100 mètres, entre un marais impénétrable et une forêt épaisse comme une forteresse. La glace semblait solide, invitante, parfaite pour une charge de cavalerie. Les hommes de Bjorn ont formé leur mur de boucliers sur la rive opposée, 100 hommes devenant un seul organisme de bois et d'acier, des haches luisant dans le pâle soleil d'hiver. Les généraux mongols ont vu le piège et s'en fichaient. Enfin, l'ennemi restait immobile. Enfin, ils pouvaient faire valoir leur terrible arithmétique. Les ordres ont retenti en mongol, et la tempête de flèches a commencé. 10 000 arcs se sont bandés comme un seul. Les cordes ont chanté leur chant de mort, et le ciel s'est littéralement obscurci de traits. Le son était comme si le monde se déchirait. 10 000 flèches par volée, 5 volées par minute, 50 000 traits dans les 60 premières secondes seulement. Et cela n'a accompli rien. Les boucliers Vareg, inclinés avec précision, verrouillés à la manière nordique ancestrale, ont fait glisser les flèches comme la pluie sur un toit. Les traits conçus pour percer le cuir et la maille légère se sont brisés sur le bois cerclé de fer. Certains ont pénétré de 2 pouces, peut-être 3, pas assez pour blesser à travers d'épaisses fourrures. Le mur de bouclier est resté immobile, une falaise de bois contre un océan de flèches.
Derrière leurs boucliers, les Varegs chantaient ce même chant de mort, maintenant assez fort pour porter par-dessus la tempête de flèches. Les mathématiques de la guerre ont rencontré la mythologie du courage, et les mathématiques ont cligné des yeux en premier. La première charge mongole est venue à la 4e minute. La cavalerie d'élite Chagatai, éperonnant à travers la glace au galop complet, confiante qu'aucune infanterie ne pourrait tenir contre des chevaux blindés à pleine vitesse. Ils ont découvert pourquoi Bjorn avait choisi exactement cet endroit. Les arbres précoupés sont tombés comme des danseurs synchronisés, s'écrasant sur la glace derrière la charge, coupant la retraite. La glace elle-même, soigneusement affaiblie, a tenu juste assez longtemps pour que la charge s'engage, puis s'est brisée. Ce qui a suivi n'était pas une bataille. C'était de la chirurgie avec des haches. Les chevaux ont plongé, brisant la glace dans une eau assez froide pour tuer en quelques minutes. Les cavaliers alourdis par l'armure avaient des secondes pour s'échapper ou se noyer. Ceux qui ont atteint la rive opposée ont rencontré l'acier danois balancé par des hommes qui s'étaient entraînés pour ce moment précis toute leur vie. Les haches ne tuaient pas seulement, elles démembraient. Chevaux fendus de l'épaule à la poitrine, cavaliers bisectés malgré l'armure. L'élite de l'armée mongole réduite à de la viande hurlante en quelques instants. Mais alors la physique elle-même a rejoint la bataille. Le poids des chevaux et des hommes mourants, la pression de ceux qui chargeaient encore, les tonnes de chair et de métal, tout s'est combiné pour briser complètement la corniche de glace. Ce qui avait été un passage est devenu une piscine de noyade de 50 mètres de large. Les Mongols au milieu de la charge ne pouvaient s'arrêter, poussés en avant par ceux derrière dans l'eau mortelle. La position Vareg sur un sol solide est devenue inattaquable. La deuxième vague a tenté de contourner par les bois plus profonds. C'est là que la légende et l'histoire entrent en collision. Les chemins forestiers qui semblaient clairs avaient été piégés avec des filets lestés, des lances à ressort, des fosses couvertes de glace fragile. Mais plus que des pièges, les Varegs avaient posté leurs meilleurs combattants individuels dans ces bois. Pas en formation, mais comme des loups solitaires, chaque homme devenant sa propre armée dans l'obscurité verte. Le combat rapproché dans les forêts annule tous les avantages mongols. Les chevaux canalisés dans des chemins étroits devenaient des handicaps. Les arcs composites inutiles, à 3 mètres, étaient abandonnés pour les sabres. Mais des sabres contre des haches danoises, maniées par des hommes qui accueillaient la mort comme de vieux amis. L'équation était écrite dans le sang sur la neige vierge. Un Vareg pouvait prendre 5 flèches avant que sa hache ne fende un crâne mongol. Il en prendrait 5 de plus avant la prochaine mise à mort. Et quand il tombait finalement, un autre fantôme surgirait du sol de la forêt pour prendre sa place. Bjorn lui-même est devenu la mort incarnée. Les témoins, et ils étaient rares, l'ont décrit tuant 3 généraux en combat singulier, sa hache prenant le bras de l'un à l'épaule, fendant un autre du sommet du crâne à l'aine, décapitant le 3e si proprement que la tête a roulé sur 20 mètres. Avec 17 blessures suintant déjà du sang, il bougeait comme s'il ne sentait rien, comme si la douleur était pour d'autres hommes, des hommes moindres, des hommes qui n'avaient pas déjà choisi leur mort. Ce qui s'est passé ensuite a défié toutes les règles de la guerre médiévale. Les Mongols ont essayé les flèches enflammées, leur arme de terreur traditionnelle. Mais les conditions humides, les arbres chargés de neige, le marais gelé, rien ne brûlerait. Les flèches enflammées ont grésillé et sont mortes, ajoutant de la fumée au chaos, mais aucune destruction. La forêt elle-même avait choisi son camp, avait décidé que ses envahisseurs ne trouveraient aucune victoire ici. Puis est venu le moment qui a complètement brisé la logique militaire. Avec peut-être 50 Varegs encore debout, tous blessés, leur mur de boucliers se fissurant enfin, Bjorn a ordonné l'impossible. Ils ont chargé. 50 hommes brisés contre encore 8000 Mongols. Mais la psychologie est sa propre arme. Ce n'étaient pas des hommes qui se battaient pour vivre. C'étaient non des cadavres qui balançaient encore des haches, des démons invoqués de l'enfer nordique, tout ce contre quoi les chamans mongols avaient une mise en garde quand ils parlèrent des fantômes affamés du Grand Nord. Le chant de mort s'est élevé jusqu'à un crescendo, alors que les Varegs abandonnaient leur position défensive. Ils ont descendu la berge comme une avalanche de fer et de fureur, haches tourbillonnant, boucliers oubliés, blessures ignorées.
Les rangs de front des Mongols, déjà ébranlés par le massacre, se sont simplement brisés. Des guerriers d'élite qui avaient chargé les carrés de piques chinoises se sont retournés et ont fui des cadavres en nombre réduit qui refusaient de mourir. Mais la mort n'avait pas fini son arithmétique. La troisième vague mongole a accompli ce que les deux premières n'avaient pas pu. Ils ont percé jusqu'au centre Vareg. Pendant des minutes qui ont semblé durer des heures, la bataille est devenue un pur chaos. Pas de ligne, pas de formation, juste des nœuds d'hommes désespérés, tuant et mourant dans la neige rouge. Les Mongols avaient le nombre, avaient encerclé les Varegs restants, auraient dû gagner selon toutes les mesures de la science militaire. Voici le détail qui a fait dire aux historiens que c'était impossible. Les Varegs encerclés sont devenus plus forts. Pressés dans un cercle de peut-être 10 mètres de diamètre dos à dos, ils sont devenus un seul organisme tueur, les hommes blessés, utilisés à leur corps pour protéger les combattants en meilleure santé. Les guerriers mourants verrouillaient leurs mains sur les armes mongoles, créant des ouvertures pour les haches de leurs frères. Chaque mort Vareg était planifié, intentionnel, tactique. Ils ne mouraient pas seulement. Ils dépensaient leur vie comme une monnaie, achetant des secondes pour plus de tueries. Le renversement final est venu du moral mongol lui-même. Les unités d'élite Chagatai regardant leurs généraux mourir, voyant des guerriers endurcis fuir des cadavres ambulants, ont vécu quelque chose d'étranger à la culture militaire mongole. Le doute. Quand la première unité d'élite s'est retirée sans ordre, le barrage psychologique a cédé. Un retrait en est devenu 10. 10 en sont devenus 100. La discipline s'est brisée comme la glace qui retenait tant de leurs morts. Ce moment, cet instant précis, a tout changé. La machine militaire mongole, construite sur une confiance absolue, alimentée par une victoire inévitable, a découvert la peur. Pas la peur de la mort. Les Mongols étaient braves jusqu'à la témérité. La peur de quelque chose de pire. Des ennemis qui rendèrent la mort insignifiante, qui se battaient non pour la victoire mais pour la légende, qui souriaient en mourant parce qu'ils savaient que leur nom survivrait aux empires. La retraite a commencé comme un retrait tactique et est devenue une déroute. 8000 guerriers fuyant moins de 30 ennemis encore debout. Les chemins forestiers, déjà traîtres, sont devenus des pièges mortels pour les cavaliers paniqués. Les chevaux sont entrés en collision. Les hommes ont piétiné leurs frères. Les unités d'élite ont abandonné leurs étendards. Derrière eux, impossiblement, le chant de mort Vareg continuait, s'affaiblissant, mais ne s'arrêtant jamais, comme si la forêt elle-même avait appris les mots. Les statistiques racontent l'histoire impossible. En 4 heures de combat principal, plus de 800 Mongols gisaient morts, plus de 300 autres blessés, trop grièvement pour chevaucher. Les vantés archers à cheval avaient déclenché près de 200 000 flèches pour tuer moins de 70 hommes. 400 des meilleurs chevaux des steppes se sont noyés ou ont été massacrés. Une armée qui avait conquis de la Corée à Kiev a fui des ennemis qui pouvaient à peine tenir debout. Alors que les Mongols fuyaient, quelque chose de fondamental s'était brisé dans leur certitude. Ils étaient toujours la force militaire la plus puissante sur Terre. Ils conquéraient encore la majeure partie de la Russie. Mais dans ces marais gelés, ils avaient rencontré des hommes qui se battaient selon des règles différentes et avaient appris que parfois, la victoire coûte plus cher que la défaite. La retraite a révélé la mort de l'invincibilité mongole. Les unités d'élite Chagatai, la garde personnelle du Khan qui n'avait jamais connu la défaite, n'ont pas attendu les ordres. Ils ont simplement tourné leurs chevaux vers l'ouest et ont chevauché. Leur fuite a déclenché quelque chose sans précédent dans l'histoire militaire mongole. Un effondrement général, sans une défaite générale. Les officiers criant des ordres en mongol qui restaient sans réponse. La discipline de fer qui avait conquis la moitié du monde a fondu comme la glace printanière. Derrière eux, dans le marais gelé, les mathématiques impossibles de la bataille gisaient révélées en cadavres. 823 morts mongols par décompte réel. 347 blessés abandonnés dans la déroute. Des hommes qui gèleraient avant l'aube. Le champ appartenait aux oiseaux charognards et aux 31 Varegs qui étaient morts debout, armes encore levées, sans geler avant qu'ils ne puissent tomber. Le froid les avait transformés en statues de leur dernier moment, un monument à la volonté sur les nombres. Des 100 Varegs,
68 respiraient encore, bien que « vivait » soit peut-être un mot trop fort. La plupart portaient des blessures qui les tueraient dans quelques jours, poumons perforés se remplissant lentement de sang, blessures aux entrailles promettant une agonie prolongée, membres manquants grossièrement bandés avec des manteaux déchirés. Ils avaient accompli l'impossible, mais les corps ont leur propre arithmétique, et les leurs avaient été dépensés au-delà de la faillite. Björn l'incassable se tenait encore debout, bien que les observateurs ne puissent expliquer comment. 17 blessures distinctes marquaient son corps. Perforation de flèches, entaille de sabre, un coup de lance qui avait manqué son cœur de quelques centimètres. La perte de sang seule aurait dû l'abattre il y a des heures. Pourtant, il se déplaçait parmi ces hommes mourants, prononçant des noms, fermant des yeux, accomplissant les rites ancestraux qui guideraient les guerriers vers la salle des cadavres de leur père. Quand on lui a demandé plus tard comment il avait enduré, sa seule réponse a été « Les dieux n'en ont pas fini avec moi ». Ce que le matin a révélé a choqué les deux camps également. L'équipement de siège mongol était abandonné. Des catapultes capables de fissurer les murs de la ville, des armes à poudre représentant le summum de la technologie militaire, des provisions pour un mois de campagne, tout laissé derrière dans la panique. Témoignage de la façon dont la défaite psychologique avait complètement triomphé de la réalité tactique. Parmi l'équipement gisait quelque chose de plus révélateur. Les étendards personnels de 3 généraux, objets que les Mongols mourraient normalement en protégeant. L'honneur lui-même avait été abandonné dans ces bois. Les chevaux racontaient leur propre histoire horrible. Les chevaux mongols, entraînés à retourner à leurs unités, erraient sur le champ de bataille, mangeant leur maître mort. D'autres se tenaient gelés, littéralement, la température et leurs blessures se combinant pour créer des statues équines. Près de 400 des meilleures montures de cavalerie jamais élevées gisaient éparpillées sur 3 miles carrés, leurs pertes représentant des années d'élevage soigneux, détruites en 4 heures. Mais le prix de la légende est toujours le sang, et les Varegs ont payé en totalité. De jeunes guerriers, certains à peine âgés de 16 ans, gisaient entrelacés avec des ennemis 3 fois leur âge. Les jumeaux Hakon et Harold ont été trouvés dos à dos. 7 Mongols morts en cercle autour d'eux. Leur dernier combat marqué dans la neige comme un diagramme tactique. Un guerrier, dont le nom s'est perdu dans le temps, avait rampé sur 100 mètres en traînant ses intestins pour mourir dans le mur de bouclier avec ses frères plutôt que seul. Parmi les captifs, car oui, une poignée de Mongols ont été faits prisonniers, des témoignages ont émergé qui expliquaient la déroute. Un jeune officier mourant de blessures à la poitrine a murmuré en grec brisé à propos d'hommes qui riaient pendant que nous les tuions. Un autre a parlé du moment où il a réalisé que les Varegs n'essayaient pas de survivre. Ce n'étaient pas des hommes, c'était la mort elle-même. Et la mort ne peut pas mourir. Ce n'étaient pas des guerriers souffrant de choc au combat, c'étaient des professionnels essayant d'expliquer l'inexplicable. L'impact immédiat s'est répandu vers l'extérieur comme une pierre dans l'eau calme. L'avance mongole prévue pour atteindre Vladimir dans la semaine s'est arrêtée. 3 semaines de temps hivernal se sont écoulées, alors que les généraux de Batu Khan luttaient pour restaurer l'ordre, pour reconstruire la confiance, pour expliquer comment l'impossible s'était produit. Des cavaliers envoyés pour éclairer les marais revenaient, s'ils revenaient, avec des histoires de guerriers fantômes gardant encore le passage, de chants de mort résonnant d'une forêt vide. En ces 3 semaines, les princes russes qui se préparaient à se rendre ont soudainement trouvé du courage. Les villes qui auraient ouvert leurs portes ont commencé à renforcer leurs murs. Le mot s'est répandu plus vite que les chevaux ne pouvaient galoper. Les Mongols avaient saigné. L'inévitable pouvait être résisté. Le prix pourrait être tout, mais cela pouvait être fait. L'espoir, cette émotion la plus dangereuse, a scintillé à la vie dans les ruines de la résistance russe. Des histoires personnelles ont émergé de l'après-bataille qui résonneraient à travers les générations. Un général mongol, l'un des rares à avoir survécu à la hache de Björn, n'a plus jamais dégainé son épée, prétendant que son esprit guerrier avait été brisé par des hommes qui étaient déjà morts. Un jeune Vareg, le seul survivant non blessé, a vécu jusqu'à 70 ans mais n'a jamais parlé de la bataille, restant silencieux quand les bardes en chantaient,
s'éloignant quand les guerriers demandaient des récits. Certains souvenirs sont trop lourds pour les mots. L'équipement de siège abandonné a été récupéré par des paysans russes qui ont trouvé parmi lui quelque chose de remarquable. Des cartes mongoles détaillées marquant les futures cibles, des rapports de renseignements sur les défenses russes, des plans pour une conquête systématique. Les Varegs n'avaient pas seulement remporté une bataille. Ils avaient fourni des renseignements qui aideraient d'autres à résister. Leur sacrifice s'est propagé vers l'extérieur, leurs 100 vies achetant à des milliers d'autres un temps précieux. Mais les victoires dans le sang exigent leur propre prix au-delà des morts immédiats. Les 68 Varegs blessés ont fait face à un choix amer, tenter de voyager et probablement mourir sur des routes gelées, ou rester et faire face à une mort certaine quand les renforts mongols arriveraient. Ils ont choisi une troisième option qui a défini leur fraternité. Ils tiendraient le passage, jusqu'à ce que la mort les prenne, faisant payer à nouveau les Mongols le passage. Un par un, au cours des jours suivants, ils ont succombé aux blessures et au froid. Mais le passage est resté gardé, jusqu'à ce que le dernier homme gèle à son poste. L'arc long de l'histoire s'est courbé, mais ne s'est pas brisé. Kiev est tombé l'année suivante, comme tout le monde le savait. Les principautés de la Russe sont devenues des États vassaux de la Horde d'Or, payant tribut pendant des siècles. L'Empire mongol a poursuivi son expansion, atteignant des rives du Pacifique aux plaines européennes. Dans le sens stratégique général, 100 Varegs n'avaient rien changé. Vladimir a brûlé. Novgorod a payé tribut. Les princes russes se sont agenouillés devant les Khanes. Mais la légende s'est répandue comme un feu de forêt dans l'herbe sèche. Les unités mongoles ont commencé à éviter les forêts profondes, ajoutant des jours aux campagnes plutôt que de risquer une autre rivière Karma. Les généraux qui avaient chargé les positions d'arbalétriers chinois sans hésitation ont trouvé des excuses pour déléguer la reconnaissance forestière. Le manuel tactique de la plus grande machine militaire du monde a ajouté un nouveau chapitre. Comment identifier et éviter les terrains où des hommes désespérés pouvaient devenir plus que des hommes. C'était le dernier souffle de la guerre de l'ère viking. La dernière fois que les traditions de combat nordiques choqueraient le monde. L'ère des chevaliers montés se levait, des armées professionnelles et des États-nations. Les anciennes voies, murs de boucliers et champs de mort, haches et serments de bien mourir, étaient déjà des anachronismes. Les Varegs à la rivière Karma étaient des fantômes vivants même avant de mourir, représentants d'une culture guerrière que le christianisme et la civilisation avaient déjà commencé à enterrer. Voici ce que vos livres d'histoire ne vous diront pas. Les insurrections ont étudié la rivière Karma pendant 800 ans. Quand le refus de mourir devient sa propre arme, quand les défenseurs se soucient plus des pertes ennemies que de leur propre survie, l'arithmétique militaire conventionnelle s'effondre. Les Mongols ont découvert ce que les empires découvrent toujours trop tard, que les nombres supérieurs et la technologie ne signifient rien contre des hommes qui ont fait la paix avec la mort et la guerre avec le sommeil futur de leurs tueurs. Les militaires modernes débattent encore de la rivière Karma, bien qu'ils utilisent des termes différents. Guerre asymétrique, opération psychologique, maximisation de l'avantage du terrain. Mais la leçon fondamentale reste inchangée. Quand David cesse d'essayer de survivre à Goliath et s'engage plutôt dans la destruction mutuelle, le géant doit reconsidérer. Les Varegs prouvent que parfois la seule façon de gagner est de rendre la victoire trop chère à acheter. Pourquoi l'histoire a-t-elle enterré cette bataille? Les vainqueurs écrivent les chroniques, pas les fantômes. Et aucun des deux camps n'a vraiment gagné à la rivière Karma. Les Mongols étaient gênés par leurs pertes contre si peu. Les princes russes ne pouvaient célébrer une victoire qui s'est quand même terminée par la conquête. L'Église n'a rien trouvé de chrétien chez des hommes qui chantaient des chants de mort païens. Seules les traditions de saga nordiques ont préservé l'histoire, grandissant à chaque récit, jusqu'à ce que l'histoire devienne légende. La légende devienne mythe. Mais les mathématiques disent la vérité quand les chroniques mentent. Les ratios de perte de plus de 10-1 contre la meilleure force militaire du monde médiéval témoignent de quelque chose au-delà des tactiques. L'impact psychologique mesuré dans les campagnes retardées et les forêts évitées suggère une victoire qui a transcendé la bataille physique. Quand 100 hommes font fuir 10 000, ils gagnent quelque chose de plus précieux que la terre,
ou l'or. Ils gagnent l'immortalité. 100 hommes avaient fait fuir 10 000. Pas avec des armes supérieures, pas avec une stratégie brillante, mais avec quelque chose que les Mongols n'avaient jamais affronté et ne pouvaient comprendre. Des guerriers qui accueillaient la mort comme de vieux amis, qui voyaient leur fin non comme une défaite, mais comme la porte vers l'éternité. Dans ces marais gelés, l'inarrêtable a rencontré l'inamovible, et pour une journée impossible, l'inamovible a tenu. Les Mongols ont conquis le monde connu. Mais dans les marais gelés de la rivière Karma, ils ont appris que certaines choses ne peuvent être conquises, seulement survécues à un prix qui rend la victoire indiscernable de la défaite.